Donc, bonjour, Julien Fortin, toujours de la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou. Suzanne Jouerchat, toujours des établissements. Donc on va vous parler cette fois-ci de... Ah. Ça va aller mieux maintenant. Donc nous, on va vous parler de vélage précoce en race allaitante. Donc un petit peu un élément de contexte. En moyenne, on est à 36 mois de vélage sur les génisses dans toute la France. Mais on se rend compte, donc vous voyez la petite courbe à l'écran, qu'on a quand même 14% des troupeaux qui vèlent avant 34 mois. Et donc c'est à ça qu'on va s'intéresser dans nos deux fermes. Alors un petit point bibliographique, nous on va s'intéresser au vélage à 30 mois, qu'on qualifie de précoce en troupeau allaitant. Alors le vélage à 30 mois, il repose sur c'est le schéma que vous avez en haut à droite, sur une organisation du troupeau. Une organisation du troupeau qui peut être simplifiée par une double période de vélage, qui permet en fait de conduire les génisses sur des cycles d'1 an et demi, et du coup d'avoir des âges au premier vélage à 30 mois. Parallèlement en fait à cette conduite technique, au niveau de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, en 2007, avaient été publiées des courbes de référence de croissance qui étaient fonction de la saison de vélage, de la race, des animaux, qui permettaient d'avoir des âges types à la repro et au vélage pour simplifier en fait l'itinéraire technique du vélage à 30 mois. Et enfin, en parallèle, sur les deux fermes expérimentales, la ferme des Établières et Torigné d'Anjou, des travaux de recherche avaient été menés par Jean-Paul Coutard sur la croissance compensatrice. C'est le fait de sous-alimenter les animaux en hiver et qu'il y a un processus de compensation sur la phase de pâturage au printemps. Et on a vu que cette technique de la croissance compensatrice était tout à fait compatible avec une mise à la reproduction à 21 mois pour un premier vélage à 30 mois. Alors là, ce qu'on vous propose, c'est une synthèse de nos travaux sur cette conduite pour des génisses pour un premier vélage à 30 mois à Torigné et aux Établières. Donc Torigné, système naisseur-engraisseur, conduit en agriculture biologique, 80 mères de race limousine et un système 100% autonome avec un chargement adapté au potentiel pédoclimatique, donc plutôt extensif, 1,1 UGB par hectare de SFP. Donc aux Établières aussi un système naisseur-engraisseur, donc on a un petit peu plus d'effectifs, on est en 150 mères charolaises. Pareil, autonomie en fourrage, et donc on a aussi mis le chargement, donc 1,2 UGB par hectare de SFP. Et on pouvait le voir, on a choisi de comparer et surtout d'analyser ces deux systèmes ensemble parce qu'on a des choses qui sont quand même très similaires entre les systèmes. Donc tous les deux conduits en double période de vélage. On a tous les deux un taux de renouvellement quand même assez élevé, au-dessus de 30%. Et surtout, la quasi-totalité des génisses sont mises à la reproduction. Donc la réforme se fait après le premier vélage. Et notre premier vélage, comme on l'a dit, est à 30 mois. Alors pour faire cette analyse, on va regarder un indicateur. L'indicateur qui nous paraît le plus pertinent, c'est le constat de gestation. D'accord, donc la génisse prend ou ne prend pas. Chiffre en rouge, les données de Torigné, donc 444 génisses, donc qui naissent à un poids moyen de 42 kg, qui est conforme aux moyennes raciales, aux moyennes officielles, avec des poids à 210 jours de 261 kg, des poids de mise à la reproduction moyen de 486 kg sur les 444 génisses étudiées, et donc un taux de gestation au regard de ces performances de exactement 85,6%. Donc aux Établières, on a fait l'étude sur 10 ans, donc entre 2012 et 2022, donc on a quasiment autant de génisses, 486 génisses, pour au final un taux de gestation donc de 81%. Nos animaux sont un petit peu plus lourds, forcément pas à la naissance, mais surtout après à partir du sevrage et pour la mise à la reproduction, puisqu'on atteint quand même les 560 kg de moyenne. Donc à partir de ça, on va s'intéresser à différents facteurs de variation du taux de gestation. Donc on en a identifié 4. La saison de naissance, le poids au sevrage, le poids à la reproduction et les performances de reproduction des mères. Alors au niveau de la saison de naissance, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben, vous avez des diagrammes où vous avez des poids exprimés en base 100. Alors pourquoi en base 100 ? C'est en base 100 de l'effet année, parce qu'on a des petits effets année dans notre population, sur notre pas de temps étudié, donc on a tout rabattu, corrigé de l'effet année. Alors qu'est-ce qu'on voit en tout cas sur celui de gauche, sur la ferme de Torigné, c'est que en rouge vous avez les vaches, les génisses mises à la reproduction pour un premier vélage à l'automne, et globalement ce sont des animaux qui sont plus lourds que celles qui ne réussissent pas à l'automne. Donc on voit un effet en fait du poids sur l'automne, sur derrière le taux de gestation. Sur la saisonnalité du printemps, on voit aucun effet, tant en fait sur les poids H-type aux différentes périodes que sur les taux de gestation derrière.
Donc aux établières, c'est un petit peu différent parce que, donc pareil, même code couleur, hein, on se rend compte qu'on a un petit décrochage de l'eau d'automne. Donc à partir du pot au sevrage, l'eau de printemps, que les génisses soient pleines ou vides, globalement pèse plus lourd. Ça correspond à la conduite qu'on fait normalement. Et ensuite, on se rend compte qu'on a un rattrapage qu'on fait à la période de reproduction, fameuse croissance compensatrice qu'on peut mettre en évidence ici, puisqu'en fait, on a donc les génisses d'automne pleines font quasiment le même poids que les génisses de printemps pleines. Ensuite, sur le poids au sevrage, toujours à gauche pour les données de taurinier, vous avez ce qui est encadré, la population classée en 3 classes, donc les inférieurs, les moyens, les supérieurs, avec une différence de poids de 60 kg entre chaque sous-population. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit une corrélation entre le poids au sevrage et le taux de gestation, avec les génisses les plus lourdes à 362 kg et un taux de gestation de 93%, donc quelque chose de très très bien, et les génisses les plus petites autour de 250 kg à 80% de taux de gestation. Retenir que les taux de gestation sont très bons dans toutes les situations. Aux établières, le constat il est un petit peu différent comme vous pouvez le voir. Donc notre poids de sevrage moyen, je vous l'ai dit, est à 330 kg. On peut descendre jusqu'à 250 kg pour notre classe inférieure où là on va voisiner quand même les 80% de taux de gestation, ce qui est quand même reste très bon. Par contre, on met en évidence un effet palier. Donc vous avez le poids, la classe supérieure qui a atteint les 394 kg quand même de moyenne au sevrage, qui plafonne aussi à 89% de taux de gestation. Donc là, le poids, l'effet poids n'a pas été mis en évidence à partir d'un certain poids, du coup mis au sevrage. Ensuite, nous allons regarder le poids à la reproduction, toujours à gauche pour les données de taurinier, avec 2 barres pour à chaque fois. Alors tout en haut, vous avez les génisses lourdes à la repro, au milieu les génisses avec un poids moyen à la repro, et en bas, en vert, les génisses légères à la repro. Vous avez les poids en fonction de leur taux de gestation. D'abord les pleines et après les vides. Qu'est-ce qu'on observe ? Il y a très peu de différence de poids en fait en fonction de nos populations au sein d'une classe. Néanmoins, globalement, on a une corrélation entre le poids de mise à la reproduction et le taux de gestation, avec pour les génisses les plus lourdes 94% de réussite et les moins lourdes 71% de réussite. Donc aux établières, ce qui était intéressant, c'est que cet effet palier qu'on a mis en évidence au poids au sevrage se retrouve aussi lors du poids de la reproduction. Donc pareil, même système, nos 3 classes de poids. Donc on a quand même un poids moyen, donc comme je vous l'ai dit, qui est autour de 560 kg à la reproduction. Et la classe la plus élevée, donc qui va monter jusqu'à 640 kg pour les génisses pleines, ne fait pas d'évolution de performance. Donc on reste à des performances équivalentes sur les taux de gestation. Donc 84% ici. Et enfin, dernière chose qu'on voulait voir, c'est s'il y avait un petit effet génétique. Alors on a regardé l'ascendance paternelle, on a vu des choses, puis on a choisi plutôt d'illustrer l'ascendance maternelle. Vous avez en fait les populations qui sont classées selon le rang de vélage 1, rang de vélage 2, etc. Donc on a gardé les animaux qui avaient eu au moins 6 vélages, et vous avez en parallèle du coup le taux de gestation associé. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que entre rang de vélage et rang de vélage 2, vélage 1 et vélage 2 à taurinier, on voit un effet poids normal. Les génisses vèlent à 30 mois. À 30 mois, elles n'ont pas l'état adulte, elles l'ont qu'au 2e vélage. Cet effet poids est gommé entre 2e, 3e, 4e, 5e, 6e vélage. Et enfin, le taux de gestation, il reste corrélé au rang de vélage. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une stratégie de vélage groupée, et tout animal qui ne ressort pas plein à l'issue de la période de reproduction se retrouve éliminé. Donc mathématiquement, on sélectionne des lignées fertiles. Aux établières, le constat est à peu près similaire. Donc, si on prend les rangs de vélage 1, 2, 3, on voit qu'on augmente notre taux de gestation. Par contre, on a mis en évidence une petite singularité à la fois donc à taurinier et à la fois établière. Donc, c'est les rangs de vélage 3 et 4. Et pour établière, donc c'est 4 et 5, on a des baisses de performance. Pour l'instant, on ne l'explique pas vraiment. C'est un constat. Et donc, on se rend compte quand même qu'entre le rang de vélage 1 et le rang de vélage 6, donc les vaches qu'on a gardées le plus longtemps, on a transmis cette sélection sur les poids de mise à la reproduction et sur les performances de prise. Donc pour conclure, on vous a présenté des différentes données sur le premier vélage à 24 mois. Comme vous pouvez le voir, on s'est vraiment fixé sur les... à 30 mois, pardon. On s'est vraiment fixé sur les poids, donc c'est vraiment une conduite qu'on pilote avec les pesées, c'est très important. On met en évidence des effets génétiques, mais c'est pas tout. Donc on vous a présenté tout à l'heure notamment des effets paliers qui peuvent rentrer en jeu, notamment sur les poids à la fois de sevrage, mais aussi de reproduction.
Alors, on a des facteurs limitants quand même. Le vélage à 30 mois nous paraît difficilement envisageable sans la double période de vélage. Enfin, dit autrement, c'est peut-être la double période de vélage qui permet la mise en place d'un vélage à 30 mois de façon organisée et raisonnée. Le tout est compatible avec des croissances modérées en hiver. Donc ça, on l'a vu parce que la croissance compensatrice, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on a retrouvé dans la base de données. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, ça implique aussi un pâturage de qualité sur la phase de printemps, suivant cette période de sous-alimentation hivernale. Et enfin, en perspective, donc on a un projet de recherche qui est en cours qui s'appelle Propal, qui est financé par la région Pays de la Loire, où on va s'intéresser plutôt à la faisabilité d'un vélage à 2 ans. Mais un vélage à 2 ans avec la petite particularité d'avoir exactement la même conduite sur les génisses que ce qu'on avait sur des génisses qui étaient mises à la reproduction à 21 mois pour un premier vélage à 30 mois. Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans 2 ans pour les résultats de Propal. Bravo, merci beaucoup. Julien et Flore vont nous rejoindre et puis on a un temps d'une dizaine de minutes de questions pour ces 2 topos. Ça marche là? Ah voilà. Première question de l'après-midi. Trop de petits fours. Pas assez d'eau. Bonjour, donc Léa Vanzuit, unité expérimentale du pain INRAE. J'avais une question pour Flore à la Blanche Maison. Est-ce qu'il y a des bandes qui s'en sortent mieux? Est-ce qu'il y a des périodes un peu plus propices ou pas à la reproduction? Alors c'est une bonne question parce que c'est exactement ce qu'on est en train de regarder justement pour voir si avec nos années de recul on voit des choses. Alors non, visuellement comme ça, non. Il n'y a pas de bandes qui réussissent mieux. Après, l'idée, c'est de jouer avec l'informatique pour vraiment voir si on a des trucs significatifs. Mais comme ça, non, on peut pas se dire cette bande-là réussit toujours mieux que l'autre. On se doute qu'il y a un effet sûrement mise à l'herbe, alimentation, qui fait que ça favorise. Mais voilà, c'est pas mathématique. Voilà. Donc, malheureusement, on se dit pas, celle-là c'est sûr, elle va marcher, l'autre non. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous prends 2 fois. Je suis désolé, je suis scientifique, je peux vous bousculer, puisqu'on a parlé de disruptif ce matin. Moi, je suis étonné qu'on parle que de l'aspect femelle. Parce que chez l'homme, on sait que les infertilités idiopathiques sont 50-50. On sait que c'est l'homme, c'est le mâle, le mâle. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser au niveau, même si les paillettes arrivent, il y a quelque chose à creuser sur la dissémination. Et je suis plutôt d'accord, je pense qu'il y a quelque chose qui existe dans tout le règne animal, c'est la chronobiologie. C'est comme ça, c'est génétique. En fait, il y a une chronobiologie du règne animal et c'est la saisonnalité. Il y a forcément une saisonnalité qui influence, mais on ne la connaît pas encore. Et même si on a standardisé les conditions d'élevage, elle est là, elle est génétique, on l'a dans tous les règnes animaux. Donc il y a forcément quelque chose à creuser, je pense aussi. Une agriculture de Bretagne, pour Julien, est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs aux différences de croissance des génisses? Voilà. Parce qu'on observe ces différences, mais à la base, c'est quoi les facteurs explicatifs? Alors, la réponse facile, c'est qu'on n'a pas étudié ça dans ce projet-là, mais quand même, je vais essayer de répondre. Il y a un premier facteur, c'est que c'est le poids de naissance. En gros, sur des génisses laitières, alors là, c'était que des Holstein, mais on peut prendre les Normandes, c'est pareil, ou les Montbéliard, on a à peu près 10 kilos d'écart entre les plus légères, enfin le quart le plus léger, le quart le plus lourd. Donc déjà, 10 kilos d'écart sur un animal qui en pèse 40 tout mouillé, ça fait 25% d'écart. Et cet écart-là, dans des projets qu'on avait fait sur des jeux de données que des trinotières, on voyait que dans les mêmes conditions d'élevage, les génisses en fait gardaient cet écart d'âge, de poids, mais 10 kilos sur un animal à la veille de la mise bac en pèse 600, c'est pas pareil que 10 kilos à la naissance.
Donc un animal plus léger a de grandes chances de le rester. Quand il est jeune, ça peut être embêtant. Quand il est plus vieux, si on a réussi à avoir des croissances identiques aux animaux que les animaux un peu plus lourds, c'est moins problématique. Donc ça, c'est un facteur important. Bon, et puis après, il y a tous les facteurs de conduite, voilà, qu'on va pas détailler là, mais effectivement, l'alimentation, la gestion du sanitaire, toute la phase colostrale, enfin, les tout premiers jours sont cruciaux et les suivants aussi. Mais bon, il faut commencer par le début de l'histoire, donc le colostrum, les conditions de vélage, etc., etc. On a une question sur le chat sur l'impact du vélage précoce sur la qualité du lait et les charges véto. Alors par contre, c'est pas spécifié si c'est en lait ou en viande. Je sais pas si en lait. Je sais que tu fais des contrôles laitiers à Torigny, Julien, mais Les vaches allaitantes font du lait, que je sache. c'est pour ça que s'il y a les éléments sur les deux, vous pouvez répondre sur les deux. Est-ce que tu peux répéter la question si Qualité du lait, charges véto, l'impact du vélage précoce sur la qualité du lait et les charges vétérinaires. Honnêtement, j'en sais rien. Alors, dans la qualité du lait, ce qu'on fait dans plusieurs fermes expérimentales, en tout cas en bovin lait, mais sans doute en viande aussi, on évalue la qualité du colostrum via des mesures de Brix ou des colostromètres. Enfin, c'est et donc, en fait, on se rend compte que les primipares se défendent très bien. Donc, ça fait partie de la qualité du lait au sens large, si on veut un bon transfert d'immunité. Après, je pense, enfin, on n'a pas relevé de problème particulier sur des animaux en vélage précoce. Hein. En allaitant, on retrouve un effet parité sur la qualité du colostrum et un effet volume sur la première lactation. En gros, une primipare par jour, c'est 1 litre de moins par rapport à une multipare. Alors attention, il faut bien remettre les ordres de grandeur. Hein. Une multipare limousine au pic, c'est 7 litres. Et donc une primipare, c'est 6 litres. Sur les charges véto, je peux donner un élément de réponse. Nous, je sais qu'on n'a pas, en tout cas, vu de différence. Et c'est comme Julien vous a dit, on est pour l'instant sur un vélage 30 mois, on passe en vélage 24 mois, et c'est le but du jeu aussi, d'analyser tous ces effets-là, d'un point de vue économique et d'un point de vue facilité de vélage aussi. En bovin lait, ce qui est clair, c'est que les vélages précoces, souvent, c'est des vélages qui se passent mieux que les vélages tardifs. Parce qu'il y a beaucoup de vélages tardifs qui sont des vélages tardifs d'animaux au départ élevés pour faire du vélage précoce. On a juste oublié l'insémination, ça s'est pas toujours bien passé, et ça fait des animaux gras au vélage. Et ceux-là, les éleveurs dans la salle peuvent témoigner, c'est pas les plus simples à gérer. Donc le vélage précoce, il faut surtout pas assimiler ça avec des problèmes au vélage, c'est tout le contraire. Peut-être une dernière question sur le chat là. Qui dit double période de vélage dit une période de repro en bâtiment et une au pâturage. Y a-t-il des différences entre ces deux périodes sur les taux de gestation et les rangs de vélage? Ça dépend un peu des systèmes. Je vais parler pour les établières. Nous, nos 2 périodes de repro commencent en bâtiment. Celle d'automne est 100% en bâtiment, et au printemps, on commence en bâtiment ONIA et on finit en monde naturel. À Torigny, on a un effet saisonnalité de la repro sur les multipares qu'on ne retrouve pas sur les génisses. Voilà. Par contre, on a des animaux, c'est ce qu'on a vu, hein, en fait, plus lourds souvent sur la période d'automne avec une repro en bâtiment. Plus de questions? Une dernière pour la route? Si. Florian Touetou, école vétérinaire d'Alfort. Petite question sur l'effet palier qui a été mis en évidence. Est-ce que c'est les mêmes animaux qui étaient présents dans le groupe élevé, dans le groupe moyen et dans le groupe faible au sevrage et à la mise à la reproduction? Auquel cas, c'est pas vraiment un effet palier, c'est la continuité de la première, du premier effet. Bonne question. Ça, pour répondre vraiment pour une réponse complète, faudrait que je regarde. Je peux pas donner une réponse, mais c'est une excellente question. Bien, merci. Ben, si on n'a plus de questions, on va en rester là. Une dernière, je vais me permettre quand même. On parle de vélage précoce. Est-ce que à 30 mois, c'est du vélage précoce? Est-ce que à 27 mois, c'est du vélage précoce? On l'a vu en race normande. Mais pourquoi pas plus de vélage précoce? 14% reproscope dans les systèmes allaitants. Je suppose que si on faisait un prorata équivalent race et système laitier, on aurait des taux de pourcentage équivalents sur la gaussienne.
c'est pas intéressant? Physiologiquement, un animal, il est fait pour véler à 2 ans. En tout cas, les races avec lesquelles on travaille, tout en ayant des croissances modérées, enfin en respectant vraiment la physiologie de l'animal. Donc 30 mois, c'est précoce. C'est précoce par rapport à la moyenne de la population, mais en absolu, non, c'est pas précoce. Et Henri, une opinion? En lait, c'est comme en viande, mais c'est un petit peu décalé, mais faut pas faire les malins, j'allais dire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'animaux qui vèlent au-delà de 30 mois. La moyenne ou la médiane doit se situer autour de 29-30 mois, hein, y compris en Holstein. Donc, faut pas se cacher derrière son petit doigt en lait par rapport aux allaitants. C'est le même enjeu, en fait. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre.